Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Bonjour chez vous, l'émission qui éclaire l'actualité de vos territoires avec des débats, de l'analyse et l'essentiel de l'information politique et parlementaire. Une émission en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Dans un instant, place à l'invité politique de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, je reçois le patron du groupe La République En Marche au Sénat, François Patriat. Avant de le retrouver, on va voir les principaux titres de ce mercredi 27 mai. 8 milliards d'euros pour sauver l'automobile. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé hier le plan de relance du secteur. Il renforce le bonus écologique et la prime à la casse pour acheter des voitures plus récentes. Le secteur du textile dans la tourmente. Les enseignes Camaïeu et Laal sont placées en redressement judiciaire. Ces deux enseignes représentent à elles deux plus de 9000 emplois. Le Sénat et l'Assemblée nationale débattent aujourd'hui de l'application Stop Covid, l'application de traçage des citoyens volontaires pour casser les chaînes de contamination. Stop Covid met-elle en danger nos libertés? On en débattra dans notre Club des territoires. Tout de suite, l'invité politique de Bonjour chez vous. Il est président du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Bonjour François Patriat. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pendant 20 minutes et on va commencer par évoquer le plan de relance du secteur automobile qui a été annoncé hier par le président de la République Emmanuel Macron. 8 milliards d'euros pour sauver la filière, un renforcement du bonus écologique, un investissement dans la voiture électrique. Est-ce qu'il fallait attendre la crise du coronavirus pour investir massivement dans la voiture propre? Je crois que la crise du coronavirus a permis de montrer, de déterminer les priorités qu'il fallait pour relancer dans notre pays à la fois l'innovation, l'emploi, l'industrie, tous les secteurs à côté, y compris le secteur tertiaire. Et que quand on parle du monde d'après, je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des premiers jours du monde d'après qui se traduit par une vision. Le plan automobile, il a 3 visions. D'abord, vendre ce qu'il y a sur le marché disponible aujourd'hui. 2, investir massivement, j'allais dire, dans le véhicule du futur, 1 million de voitures électriques dans 5 ans, et puis relocaliser au maximum pour retrouver la valeur ajoutée sur l'automobile sur notre territoire. Voilà, ces 3 priorités, avec 8 milliards d'euros aujourd'hui, c'est un chiffre sans précédent qui va permettre aux gens de s'orienter, surtout dans les milieux citadins et autres, vers les véhicules propres de demain, qui répond à une priorité, et dans le même temps, priorité environnementale, et dans le même temps, priorité économique. C'est là qu'on voit bien d'ailleurs que l'environnement rejoint l'économie. Et justement, vous parliez de changement de priorité. Ça veut dire que l'environnement est la nouvelle priorité du gouvernement? Je crois qu'il y a des priorités. L'environnement fait partie, bien entendu. Tout le monde, tous les responsables politiques et économiques aujourd'hui vous disent que l'environnement, compte tenu du changement climatique, dont on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs peut-être qu'il nous aide un tout petit peu en ce moment, puisque je pense que les températures que nous vivons aujourd'hui vont nous aider sans doute à passer l'épidémie du coronavirus. Donc, c'est un épiphénomène de la situation, mais je crois que l'environnement fait partie des 2 ou 3 priorités. Oui, on a la santé. Je crois que le gouvernement, en commençant aujourd'hui avec ce qui a débuté le Ségur. Le Ségur de la santé, ouais. Le Ségur de la santé. Et puis l'automobile marque des priorités sur lesquelles le gouvernement s'engage fortement. Et je suis heureux qu'on parle de ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'entends tellement parler d'épiphénomènes autour de la crise, les épiphénomènes à l'Assemblée nationale, les groupes, les masques, etc. On va en parler après. J'entends tout ça, mais l'essentiel quand même, c'est les décisions, j'allais dire, très fortes, courageuses, qu'on va traiter par l'emprunt, il ne faut pas l'oublier, qu'on va traiter par la dette, qu'on va le faire demain. C'est que demander beaucoup depuis longtemps. Mais vous n'avez qu'à emprunter. On le fait aujourd'hui. On sait que ça aura un coût, mais on sait aussi que ça aura des résultats. Alors, sur l'automobile, il était question hier également du soutien aux constructeurs automobiles. Renault qui va présenter un plan de restructuration de ses usines vendredi. Et Emmanuel Macron l'a dit, le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros ne sera conditionné qu'au maintien des sites de Douai et Maubeuge dans les Hauts-de-France. Ça veut dire que le gouvernement pourrait accepter la fermeture d'autres sites? Je crois que le maintien des sites... D'abord, il est immuable de dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de site qui pourrait fermer. Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Ce que je crois, c'est que les difficultés que rencontre Renault ne sont pas liées à la crise Covid-19. Ce sont des difficultés qui sont apparues les mois avant, les années avant, et qui montrent qu'il faut, dans la transformation que d'autres constructeurs ont fait par le passé, plus avant, de les faire maintenant. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois où Carlos Ghosn est venu en France, à Maubeuge, c'était avec le président de la République, à Maubeuge, où il présentait le nouveau véhicule, nouvelle fourgonnette qui était électrique, qui était faite et qui crée
400 emplois à Maubeuge. 400 emplois à Maubeuge. Ça avait été accueilli par les applaudissements du personnel, si vous vous souvenez, à l'époque. Donc je pense que le site de Maubeuge en particulier, aujourd'hui, est un site d'avenir. Mais il y a des sites qui aujourd'hui qui correspondent peut-être plus à la réalité. Bien entendu, j'entends le message des syndicats, mais par ailleurs, je crois que Renault doit aujourd'hui faire les restructurations nécessaires. Vous savez que l'automobile en France, c'est 900 000 emplois. C'est 900 000 emplois. Ça nécessite donc un plan de restructuration. Donc on ne peut pas sauver tous les sites. On ne peut pas sauver tous les sites, mais on recréera de l'emploi dans les autres sites aussi à côté. Alors il y a un autre secteur en difficulté, le secteur du prêt-à-porter, du textile, avec les enseignes La Halle et Camaïeu qui sont placées en redressement judiciaire. On voit vraiment que la casse sociale est enclenchée dans le pays. Écoutez, si quelqu'un peut vous dire ici qu'à l'issue de ce dramatique épisode que nous venons de vivre dans notre pays, il n'y aurait pas de perte d'emploi, de chômage en plus, tout le monde sait bien aujourd'hui que le nombre de chômeurs à la fin de l'année aura fortement augmenté. Je reviens à ces secteurs. Je vois ces secteurs textiles sont les secteurs d'excellence qui peuvent le tenir. Et quand on sait que le luxe en France est l'une des premières activités économiques, est une des principales, de celles qui apportent le plus de capitaux et de revenus, je pense que l'avenir de ces entreprises n'est pas scellé. Je pense qu'il y aura des reprises dessus, je pense qu'il y aura... Et il y aura sans doute, comme il y a eu un plan automobile, des mesures textiles. Il faut demander des garanties à ces groupes sur l'emploi pour aider ces groupes. Je crois qu'il faut que chacun s'engage de chaque côté. L'État est prêt à faire des efforts. Les Français sont prêts à faire des efforts. Il faut dans le même temps, les groupes eux-mêmes les tiennent. On a vu par le passé quelques entreprises qui avaient été aidées par l'État et qui ont disparu. Souvenez-vous Ford, à Bordeaux, qui a disparu depuis. Je ne veux pas que ces exemples-là se reproduisent. Et sur des entreprises qui ont été aidées par l'État pendant cette crise et qui vont licencier à la sortie, est-ce qu'il ne faut pas geler les licenciements ? On ne peut pas geler les licenciements. Je crois que on est une économie non administrée. On ne peut pas geler les licenciements. On ne peut pas le faire. On peut pas dire. L'Espagne tente de le faire. L'Espagne dit aujourd'hui on va interdire les licenciements. Ça va être un fiasco total et on le sait bien et on le voit bien aujourd'hui. Parce que si vous gelez les licenciements, les entreprises elles vont fermer. On dit écoutez, voilà, je ne peux pas, je vais le faire. Donc je crois qu'il faut les accompagner, demander des garanties sur l'emploi, sur la pérennité du site, de l'investissement d'emploi. Geler les licenciements, je ne le crois pas. Alors, on ne peut pas, selon vous, geler les licenciements. En tout cas, l'État peut financer le chômage partiel dans les entreprises. Il l'a fait pendant les 2 mois de confinement. Mais à partir du mois de juin, le gouvernement demande aux entreprises de financer à 15% ce chômage partiel. Il faut se retirer progressivement de ce dispositif ? Je crois que la France est le pays qui, dans le domaine du chômage partiel, a fait le plus. En volume global déjà, 12 millions de salariés. En volume financier aussi. Vous savez que le plafond pour le chômage partiel est au-dessus de 5 000 euros. Dans tous les autres pays d'Europe, c'est autour de 1 500, 2 000, 2 500, 3 000. Pas au-dessus. On l'a fait. On l'a fait parce qu'il fallait le faire à un moment donné. Aujourd'hui, on sent que nous sommes en fin de crise, en sortie de crise. Mais on entre dans une crise économique. Non, mais dans cette crise sanitaire. Il est donc, moi je le dis depuis plusieurs semaines, il faut penser aujourd'hui à se retrousser les manches. Il faut penser à repartir au travail. Je crois que toute frilosité aujourd'hui, toute appréhension, j'entends bien les peurs qu'il peut y avoir, mais quand je vois comme les gens circulent aujourd'hui, comme ils réclament le déconfinement général, pour les parcs et jardins, pour les plages, pour les forêts, pour les vacances, il faut dans le même temps, chacun puisse retourner au travail et que les entreprises ne soient pas frileuses non plus et qu'elles reprennent. Donc, je pense que c'est une mesure incitative à dire attention. On a été très généreux, on l'a fait. Maintenant, il faut vraiment que le maximum de gens retournent au travail. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le Ségur de la santé, cette concertation pour améliorer les conditions de travail de nos soignants. Le gouvernement l'a dit, il y aura des hausses de rémunération pour le personnel soignant. Mais pourtant, cela fait plus d'1 an que les personnels manifestent dans la rue, sont en grève pour améliorer leurs conditions de travail. Pourquoi ne pas les avoir attendus plus tôt ? C'est ça aussi peut-être le monde d'après. Le fait que la crise ait révélé d'abord la capacité extraordinaire du personnel hospitalier, du monde médical dans notre pays, le dévouement dont il fait preuve, la présence qui a été la sienne, elle est reconnue maintenant par la nation, j'allais dire plus globalement, elle saute plus aux yeux qu'hier. Donc quand le gouvernement dit la santé, effectivement, parce que ces crises peuvent être des crises à répétition, personne n'y avait trop pensé avant. Je vous rappelle quand même que combien de gouvernements avant ce gouvernement avaient mis autant d'argent à l'hôpital avant la crise ? Le plan de Mme Buzyn, 1 milliard déjà à l'hôpital avant. Personne ne l'avait fait avant. Déjà avant la crise, le gouvernement s'était engagé, donc, avec le plan hôpital, d'avoir fait, à mettre des moyens
supplémentaires, certes insuffisants aux yeux du monde médical. Donc, je crois que là encore, quand on dit demain, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant, j'espère, je le souhaite, bien entendu. On a parlé de l'automobile. La santé, c'est la priorité des Français. Toujours dit, la santé et l'emploi. Santé, emploi, logement sont les 3 priorités des Français. La santé faisant la priorité aujourd'hui, on voit bien qu'il faut se mettre à niveau et faire en sorte que ce monde médical extraordinaire que nous avons dans notre pays ait les moyens de pouvoir exercer. Alors on va parler de la crise sanitaire et de la lutte contre l'épidémie puisqu'il y a ce soir un débat au Sénat sur l'application Stop Covid, cette application de traçage numérique des citoyens sur la base du volontariat. Concrètement, cette application va les informer si jamais ils croisent des personnes qui ont été testées positives au Covid-19. Est-ce que cette application fait entrer le pays dans l'ère de la surveillance généralisée ? Non, absolument pas. D'ailleurs, vous avez vu avant-hier l'avis de la CNIL, la Commission nationale des libertés, positif. a donné un avis très positif, en disant ce dispositif, il est fait pour aider à finir la pandémie dans notre pays. Il est fait demain pour mieux circonscrire les clusters, pour réagir plus vite. Et on a vu que plus on réagit vite avec les différents foyers qui sont apparus dans l'ouest de la France et dans le sud-ouest, tout s'est bien passé très vite, on a pu dans les abattoirs et ailleurs circonscrire. Maintenant, on peut faire beaucoup mieux et surtout rassurer les gens qui vont prendre les transports en commun et autres demain, en ce sens qu'ils pourront être... Alors, c'est un dispositif qui repose sur le volontariat. 2, il est parfaitement anonyme. En 3e lieu, il est limité dans la durée et dans le temps par ailleurs. Et comme il est protégé par ailleurs, il respecte parfaitement, la liberté de chacun. J'entends les cris d'orfraie de ceux qui disent que c'est une remise en cause des libertés, absolument pas. Et en plus, le moyen Bluetooth, c'est préférable au moyen qui a été pris pour les GAFA, parce que ça a été prouvé que c'était plus sûr et plus anonyme et plus sécurisé. Donc voilà. Et ce soir, je peux vous le dire que je participe bien entendu à ce débat et le groupe La République En Marche, globalement, totalement votera pour le Stop Covid. Débat ce soir au Sénat sur l'application Stop Covid et débat hier et aujourd'hui sur de nouvelles mesures liées à la crise sanitaire, des mesures diverses qui concernent la justice, le recours au CDD, également les prix dans les supermarchés, mais plus sur la forme de ce projet de loi avec ces nouvelles mesures. Eh bien, la majorité du Sénat dénonce le recours trop important aux ordonnances, c'est-à-dire ces textes qui permettent au gouvernement de rédiger la loi à la place du Parlement. Est-ce que le Parlement est malmené dans cette crise sanitaire ? Je crois que le Parlement, d'abord, n'a jamais été malmené. J'entends bien que même quand il est interrogé, parfois, il ne veut pas se prononcer. Donc le Parlement est parfaitement respecté. Ce texte de loi, j'entends certains opposants dire que c'est un texte fourre-tout. Après qu'ils aient demandé à ce qu'il y ait moins d'imprévus, que tout soit dans la loi. Le Conseil d'État a donné son accord. Donc maintenant, on a mis le détail dans la loi. Donc c'est vrai que ça apparaît très hétéroclite. Mais il faut comprendre que si on n'avait pas pris un texte de cette façon-là, il aurait fallu faire 16 textes. Comment, dans l'urgence, parce qu'il faut répondre à des problèmes de passeport, à des problèmes des Français de l'étranger, à des problèmes d'intégration, il y a des tas de problèmes sanitaires, économiques, réglementaires, sécuritaires à côté. À côté, on a essayé de... Il faut faire face à l'urgence, être le plus réactif possible pour rendre service aux citoyens. Alors vous parliez de certains opposants. Le président du Sénat, Gérard Larcher lui-même, dénonce ce recours trop important aux ordonnances par le gouvernement. Oui. J'entends bien. Ceux qui par le passé ont utilisé les ordonnances, pas Gérard Larcher en l'occurrence, mais les gouvernements aujourd'hui le reprochent. Vous savez, il y a eu beaucoup de... je dois vous rappeler que quand on parle toujours du Conseil national de la résistance et de la fin de la guerre de 40 à 45, toutes les décisions ont été prises par ordonnance à l'époque. C'est un autre temps, c'est une autre époque, mais là, les ordonnances, elles sont parfaitement maîtrisées. Après, d'abord, elles sont validées ici par les assemblées, et ensuite, elles sont toutes pour une durée déterminée. Alors, en tout cas, sur le contrôle du gouvernement, eh bien, le Parlement va faire valoir sa mission avec des commissions d'enquête sur la gestion de cette crise sanitaire, notamment par le gouvernement. La commission d'enquête du Sénat devrait commencer fin juin, début juillet. Est-ce que vous avez des craintes concernant cette commission d'enquête ? Est-ce que c'était le bon moment pour enquêter ? Il faudra bien entendu expertiser la façon dont a été gérée la crise. Le Parlement est là pour contrôler le gouvernement. Il est dans ce rôle quand il le fait. Et la Constitution dit que la commission d'enquête est un outil de contrôle du Parlement. Il reste, il ne faut pas que ce soit une arme politique. Elle est dénaturée quand elle devient une arme politique. Et quand j'entends ici dans les couloirs les gens se passionner plus pour la commission d'enquête et pour mettre à mal le gouvernement plutôt
que de s'occuper des sujets comme ceux que nous trouvons aujourd'hui, qui ne font pas la une ici, qui sont d'intérêt secondaire par rapport à ce que pourra apporter en termes de visibilité, de lumière au Sénat, le début d'une commission d'enquête. Vous avez compris que la commission d'enquête, elle va tomber en même temps que les élections municipales, le deuxième tour. Elle arrivera peut-être après. Très bien, oui. Bon, on voit bien qu'elle est préparée, avant, et que la majorité du Sénat entend bien non seulement faire valoir ses droits, mais j'ai même entendu certains responsables, et non des moindres, dire « vous devrez rendre compte ». Ils ont presque dit rendre gorge d'ailleurs, mais prendre compte. Et que certains rêvent aujourd'hui de pouvoir mettre à mal le gouvernement. Je pense, je dis franchement, la commission d'enquête, elle devrait avoir lieu, mais qu'à l'heure où on va vers la fin, j'espère, de l'épidémie, où on doit concentrer tous nos efforts sur la reprise économique, est-il aussi important aujourd'hui de mettre en place la commission d'enquête? Est-ce que ça ne pouvait pas attendre l'automne pour qu'on se concentre tous sur la reprise et sur la réussite de notre pays? J'ai le sentiment qu'il y a parfois, disons-le, des petites arrière-pensées politiques, je le comprends bien. Et alors justement, vous parliez de l'ampleur médiatique de certaines polémiques sur la gestion des stocks de masques, le port du masque également, les pénuries de tests. Est-ce que vous ne craignez pas que cette commission d'enquête devienne une nouvelle affaire Benalla qui bloque l'action du gouvernement? Non, d'ailleurs, ça n'a pas bloqué. L'affaire Benalla n'a pas bloqué l'action du gouvernement. Le gouvernement a travaillé. Je pense que les réformes que nous avons votées depuis 3 ans... Ça a stoppé la réforme des institutions. Et qui ont porté leurs fruits, cela n'était pas la priorité pour les Français. Je pense qu'il y a dans les institutions, effectivement, des réformes à faire, y compris dans le fonctionnement du Parlement. Mais je pense que ce ne sera pas de nature. Ça créera autour un climat qui n'est pas un climat d'union nationale, c'est le moins qu'on puisse dire, alors qu'on en a besoin, d'autres pays savent le faire, pour remonter les crises d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans les guerres picrocolines gauloises, comme on dit. Voilà. D'accord, les guerres gauloises. Voilà. Alors François Patriat, on va maintenant parler de votre parti, La République En Marche, de la majorité présidentielle. On va aller faire un tour du côté de l'Assemblée nationale, puisqu'hier on a appris la création d'un 10e groupe politique. Avec, donc dans ce 10e groupe politique des anciens députés de La République En Marche, députés frondeurs. On va voir à quoi va ressembler l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec des groupes politiques satellites. Donc on voit la gauche de l'hémicycle, on voit le 9e groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, La République En Marche qui perd sa majorité absolue, et puis tous ces groupes satellites qui viennent de se créer, notamment le 10e groupe Agir Ensemble. Voilà, il y a plein de groupes satellites autour de La République En Marche. Est-ce que la crise du coronavirus a fait voler en éclats l'unité de la majorité présidentielle? Dans sa structuration, sans doute qu'aujourd'hui, il y a une balkanisation qui n'est pas, à mon avis, un bon choix ni au bon moment. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a envie d'exister, parce qu'on considère qu'on n'est pas toujours écouté, parce qu'on voudrait être sur le devant de la scène, parce qu'on a envie d'apparaître, parce qu'on a envie de s'exprimer. Ce n'est pas dans la différenciation qu'on peut le faire. Vous avez dit à l'instant frondeurs. Non. Frondeurs sont des gens qui votent contre le gouvernement. Je vous rappelle que les frondeurs du parti auquel j'ai appartenu par le passé ont voté la censure. Là, le groupe qui se crée demain, que je vois Agir Ensemble, est un groupe qui se dit « je suis dans la majorité ». Je ne suis pas à côté ou dedans. Je suis dans la majorité. Et que les groupes, on voit le MoDem, toujours très fidèle à la majorité, Agir Ensemble soutient la majorité, Liberté et Territoire soutient plutôt, j'ai des parlementaires, sénateurs de mon groupe qui appartiennent à Liberté et Territoire tout en étant ici chez nous. Donc on ne peut pas dire que la majorité s'est pas rétrécie. La majorité s'est même un petit peu élargie. Mais elle s'est un peu éclatée. Mais je crois aujourd'hui que cette balkanisation n'est pas souhaitable, c'est pas un bon message. Là, je vous parlais à l'instant d'unité nationale, mais j'aimerais bien aujourd'hui qu'on ait cette unité à l'intérieur de ceux qui soutiennent le gouvernement. Ça m'inquiète un peu sur le plan, parce que moi je suis entré en Macronie, si on peut dire, puisqu'on me le reproche parfois, mais je le revendique et j'en suis très fier, par ailleurs, parce que justement, on voulait dépasser les clivages pour surmonter les crises. Je rappelle que vous venez du Parti Socialiste. Je viens du Parti Socialiste, pardonnez. Très bien. Et donc, surmonter les crises. Et je vois que ceux qui aujourd'hui pensent qu'il faudrait qu'on soit plus à gauche ou plus à droite, c'est la négation, ils sont à contre-temps, ces gens. Parce que avec Emmanuel Macron, c'est ni de gauche, et de droite, ni de gauche, ni de droite, et les deux. D'ailleurs, écoutez, les mesures qui sont prises en ce moment, pour l'emploi, pour l'automobile, pour l'hôpital, qui sont faites aujourd'hui, sont des mesures essentiellement de gauche. Et j'entends bien ce que dit aujourd'hui Bruno Le Maire, il me paraît être quelqu'un de très, allez, on va dire, constructif en matière de valeurs de gauche aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut dépasser ce clivage, et ceux qui veulent balkaniser le mouvement
à travers des courants ou les tendances, sont en train de recréer fictivement, j'allais dire, le clivage gauche-droite et font le jeu de nos adversaires politiques. Alors, dans ce contexte de balkanisation de la République En Marche, il y a un ministre qui passe à l'offensive, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il a assuré dimanche que le président de la République l'avait autorisé à cumuler sa fonction de maire de Tourcoing et de ministre. Mais hier, à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a remis les pendules à l'heure. Écoutez-le. Ce qui veut dire qu'il appartiendra à ceux qui sont candidats, le moment venu, monsieur le député, le moment venu, et s'ils sont élus, de déterminer si oui ou non ils veulent rester membres du gouvernement ou s'ils choisissent ou non d'exercer des fonctions à la tête de l'exécutif auquel ils auraient été élus. Je n'ajoute ni ne retranche rien de ce que j'ai dit le 4 septembre 2019. Il n'y aura donc pas de dérogation pour Gérald Darmanin. Il ne pourra pas cumuler la fonction de ministre et de maire. Je crois que Gérald Darmanin, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et qui je trouve est un ministre très efficace, très performant. C'est une des valeurs montantes du gouvernement aujourd'hui. Il vient de réussir très brillamment son élection au premier tour dans sa ville, qu'il avait conquise par le passé, confirmation d'un mandat. Il a aujourd'hui la confiance de ses électeurs. Il entend bien exister. Et après tout, quand on est un jeune ministre brillant, on a envie d'exister. On a sans doute envie aussi de monter, je le pense comme tel. Et donc, il fait valoir non pas ses droits, mais au contraire ses intentions, sa volonté par ailleurs. Je ne pense pas que le cumul des mandats ira au-delà de quelques semaines après le deuxième tour des présidentielles. Selon vous, Gérald Darmanin ferait un bon Premier ministre ? Écoutez, je trouve que le Premier ministre est un bon Premier ministre. J'ai rarement vu un couple Élysée-Matignon, malgré ce que j'entends, malgré ce que je lis, fonctionner aussi bien qu'il fonctionne aujourd'hui. J'en suis souvent le témoin. Je vois qu'il y a une grande complémentarité, il y a une souplesse de part et d'autre, il y a une forme d'élégance politique assez rare, que je souligne. Et je trouve que je ne sais pas demain ce que fera le Premier ministre ou le Président de la République, je ne sais pas quels seront leurs choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu la popularité du Premier ministre, qu'il n'est pas remis en cause par l'opinion à côté. Donc il faut garder Édouard Philippe, selon vous ? Je pense qu'Édouard Philippe, aujourd'hui, est un excellent Premier ministre qui mérite parfaitement de rester à son poste. Une dernière question, François Patriat, sur les municipales, notamment sur le second tour à Paris, puisqu'Agnès Buzyn a annoncé qu'elle serait bien candidate au second tour à Paris, alors qu'elle avait dénoncé, je cite, la mascarade de l'organisation du premier tour par le gouvernement. C'est la bonne candidate ? Je crois qu'il y a eu des propos de la candidate elle-même, d'Agnès Buzyn, qu'elle a par ailleurs un peu regretté, sur lesquels elle a dit qu'elle allait s'exprimer. Elle va s'exprimer, elle va mettre les choses au point. Je crois qu'Agnès Buzyn est une candidate de qualité, une grande dame, qui a beaucoup de compétences et de qualité pour être candidate. Je ne vois pas pourquoi on aurait changé de candidat au cours de cette campagne, dans les conditions où on le fait. Et je crois que c'est la raison et la passion qui l'ont emporté. Je crois que la raison de dire « j'ai conduit une équipe, je vais jusqu'au bout et j'espère bien pouvoir faire un meilleur score possible », et puis la passion, parce que je crois qu'Agnès Buzyn a aussi la passion politique. Et vous savez qu'elle est retournée à l'hôpital pendant la crise. Elle a montré qu'elle pouvait faire preuve d'abnégation, d'humilité, en même temps qu'elle était ambitieuse pour son territoire et sa ville. Et je lui apporte tout à fait mon soutien total. Et on verra si elle arrive à renverser la vapeur au second tour des élections municipales à Paris. Merci beaucoup François Patriat d'avoir été l'invité politique de Bonjour chez vous. Tout de suite, la revue de presse des territoires. Merci. La revue de presse des territoires, l'essentiel de l'actualité de la presse régionale du jour, concoctée pour vous par Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Alex. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la une de nos journaux régionaux ? Bonjour à tous, à la une de la presse ce mercredi. Retour bien évidemment sur les annonces d'Emmanuel Macron concernant le secteur automobile, un secteur, on le sait, particulièrement touché par la crise du coronavirus. En conséquence, le président a promis des milliards pour la filière, c'est à retrouver en une de La Voix du Nord. Bonus, prime à la conversion, relocalisation depuis l'usine Valeo du Pas-de-Calais. Emmanuel Macron a dévoilé hier un plan d'aide inédit. Au total, ce sont 8 milliards d'euros qui ont été promis par le chef de l'État. Ces promesses, on les retrouve aussi ce matin en une de l'Union. Parmi ces promesses, il y a bien les bonnes vieilles primes à la conversion et l'encouragement d'achat de véhicules électriques ou hybrides. Mais pour la Fondation Nicolas Hulot, il y a dans ces promesses encore trop de mesures contre-productives. La Fondation estime que l'argent public ne doit plus servir à financer des véhicules thermiques, c'est-à-dire alimentés à l'essence ou au gazole. Mais peu importe les défauts du plan de l'exécutif pour la Provence, c'est le moment d'en profiter, c'est le moment
d'acheter. Il faut pour la Provence saluer l'ampleur du plan d'Emmanuel Macron, car la filière automobile est à l'agonie. Des milliers d'emplois sont en jeu. La Provence qui estime néanmoins que pour un avenir vraiment vert, il faut entamer dès aujourd'hui la relocalisation industrielle. Objectif, produire des voitures électriques sur notre propre sol. Dans l'actualité également, les restaurateurs qui s'y voient déjà, c'est à retrouver dans Sud-Ouest ce mercredi. Demain, le gouvernement devrait annoncer la réouverture ou non des restaurants. Alors le quotidien s'intéresse au protocole sanitaire. 2 mesures phares sont demandées par les restaurateurs. L'agrandissement des terrasses afin d'augmenter leur capacité d'accueil et l'exonération du paiement des droits d'occupation d'espaces publics. Pour l'heure, la mairie de Bordeaux a reçu plusieurs demandes en ce sens. Elle affirme que les dossiers seront étudiés au cas par cas. On termine avec l'histoire belle et tragique d'Hélène, 100 ans et en grève de la faim depuis lundi. Hélène Villemain est née en 1920. Elle a connu la guerre, elle a exercé tous les métiers. Téléopératrice pour l'armée américaine, cuisinière, femme de chambre, institutrice. Aujourd'hui, Hélène vit avec son temps. Les mails et les courses sur Internet n'ont aucun secret pour elle. Oui, mais voilà, Hélène veut mourir. Elle ne supporte plus cette existence solitaire. Son corps l'a trahi trop souvent. Elle n'entend plus, elle marche à peine. Elle demande donc au gouvernement de se voir accorder l'euthanasie. Son dossier a été refusé en Suisse et en Belgique car elle n'est pas assez malade. Depuis lundi, elle refuse donc de s'alimenter. Elle espère qu'avec son combat, la question de l'euthanasie reviendra à l'ordre du jour en France. Elle se dit en tout cas déterminée à aller jusqu'au bout. L'histoire d'Hélène est à lire dans l'Est républicain aujourd'hui. Beaucoup Steve Jourdain pour cette revue de la presse régionale. Tout de suite, le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les indés radios. Aujourd'hui, avec notre bande de journalistes, nous allons nous demander si la démocratie est en danger pendant cette crise sanitaire. Les sénateurs débattent ce soir de l'application Stop Covid, de traçage numérique des citoyens, et ils dénoncent le recours abusif du gouvernement aux ordonnances pour écrire la loi à la place du Parlement. Nous parlerons également des difficultés au sein de La République En Marche avec la création d'un 10e groupe politique à l'Assemblée nationale. Et Agnès Buzyn, finalement candidate au second tour, alors qu'elle avait dénoncé la mascarade du premier tour des élections municipales. Dans notre Club des territoires, nous irons voir également nos confrères de la presse régionale. Nous irons à Mulhouse avec le journal L'Alsace et à Toulouse avec la Dépêche du Midi. Ce matin, dans notre Club des territoires, j'accueille sur ce plateau Thierry Dupont, journaliste pour Contexte. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Également Patrice Moyon, journaliste pour Ouest France. Bonjour Patrice Moyon. Bonjour Alexandre. Ce Club des territoires se fait à distance avec Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du magazine Le Point. Bonjour Jérôme Cordelier. Bonjour à tous. Alors, dans ce premier thème du Club des territoires, on va se poser une question. La démocratie est-elle menacée par cette crise sanitaire ? On va parler de l'application Stop Covid, débattue aujourd'hui au Parlement. Alors, on le rappelle, c'est une application de traçage numérique des citoyens sur la base du volontariat qui va les informer si jamais ils croisent des personnes positives au Covid-19. Thierry Dupont, est-ce que cette application de traçage met en danger nos libertés ? Bon, en tout cas, c'est le sentiment de pas mal de parlementaires, puisque, par exemple, si j'en prends mes informations, les députés, les Républicains, devraient majoritairement, massivement voter contre l'utilisation du Stop Covid, parce qu'ils trouvent simplement qu'il y a un danger pour les libertés et qu'en regard de l'efficacité d'un tel dispositif, ce n'est pas utile. Alors, grosso modo, ils ont l'impression que les risques de fichage ou les risques de fuite de données sont plus importantes que les bénéfices dont on pourrait en tirer pour la lutte contre la pandémie. Et on rappelle qu'au Sénat, la majorité, les Républicains, est plutôt favorable à cette application Stop Covid. Patrice Moyon, selon vous, il y a toutes les garanties pour préserver les libertés avec cette application ? En tout cas, la Commission nationale de l'informatique et liberté pense que les garanties sont suffisantes aujourd'hui. D'abord, toutes ces données seront effacées par la suite.
donc elles ne sont pas conservées. Ensuite, on n'a pas accès aux données personnelles qui sont contenues dans les téléphones, plus aux contacts. Moi, la vraie question qui se pose, c'est plutôt l'efficacité et l'intérêt, puisque l'Allemagne elle-même, aujourd'hui, pense que ce n'est probablement pas la bonne solution. Reste que s'il y a une deuxième vague pour le coronavirus, il faut quand même s'interroger sur la meilleure manière de s'organiser politiquement et économiquement pour suivre effectivement les personnes concernées. Donc moi, je ne crois pas qu'il y a un danger pour les libertés publiques. Jérôme Cordelier, dans une démocratie comme la France, est-ce qu'on peut accepter ce type d'application de traçage ? De toute façon, tout ce qui est nouveau fait peur, donc c'est normal qu'il y ait des débats d'abord. Il y a eu un débat déjà dans la communauté scientifique, puisque si j'en crois une enquête qu'on a fait dans Le Point il y a 15 jours de Guillaume Gralet, qui était excellente sur cette application, il citait 130 chercheurs européens qui avaient déjà donné leur réserve, puisqu'ils avaient dit la crise sanitaire actuelle ne doit pas conduire à un affaiblissement de la vie privée pour laquelle se sont battues tant de générations avant nous. Donc c'est normal qu'on ait ce débat à l'échelle scientifique, à l'échelle politique et à l'échelle, de manière plus large, démocratique. Maintenant que la CNIL, Patrice a raison, que la CNIL se prononce aujourd'hui ou hier, je crois, en disant qu'il n'y a pas de menace sur les libertés publiques, c'est quand même un élément important qu'il faut prendre en compte, même si les institutions ont tendance à être remises en cause par ces temps complotistes. Mais il faut quand même suivre aussi l'avis de la CNIL. De Thierry Dupont, pardon, quand on dénonce bien les limites de cette application Covid-19, est-ce qu'on est complotiste ? Non, il y a des gens qui se demandent si effectivement on est dans un... Il faut bien comprendre que depuis le début de la crise, on a accepté une remise en cause de nos libertés fondamentales comme on l'a rarement concédé par le passé, enfin, depuis un certain temps. C'est vrai que le confinement, c'était une restriction de notre liberté de circuler, qui est quand même l'une des premières libertés. Donc voilà, si vous ajoutez à ça les restrictions sur la vie démocratique, je pense on va en parler après, mais au Parlement, sur la façon de légiférer par ordonnance et tout ça, il y a chez certains opposants le sentiment que, bon, voilà, on a fait ce qu'il fallait dans la période de crise, mais que c'était peut-être plus la peine maintenant qu'on semble se diriger, je prends toutes les réserves, toutes les précautions possibles, mais là, on semble se diriger vers une sortie de crise. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un outil qu'ils estiment assez intrusif pour la vie privée ? Alors en ce moment, le Sénat examine un projet de nouvelles mesures d'urgence liées à la crise sanitaire et les sénateurs dénoncent le recours abusif du gouvernement aux ordonnances, c'est-à-dire ces textes qui donnent l'habilitation au gouvernement de rédiger la loi à la place du Parlement. Les sénateurs sont très mécontents, notamment les sénateurs socialistes. Écoutez Éric Kerrouche. Mais petit à petit, un phénomène d'accoutumance à la marginalisation du Parlement s'installe. Ce qui était l'exception devient la règle et la normalité devient une nouvelle normalité. Comme s'il était lui aussi contaminé par un étrange virus, le Parlement s'atrophie. Et d'ailleurs, c'était la perspective de votre révision constitutionnelle. Or, quand le Parlement est malmené, c'est la démocratie qui s'abîme. Patrice Moyon, est-ce que le Parlement est malmené en cette période ? Écoutez, le Parlement est malmené depuis longtemps. En fait, les institutions de la Ve République avec un régime parlementaire fait que le Parlement n'a probablement pas toute la place qu'il devrait avoir aujourd'hui dans une démocratie. Il y a une forme de déséquilibre. Et effectivement, Emmanuel Macron, qui est quand même dans une logique parfois bonapartiste, a tendance à court-circuiter le Parlement. Donc, mais ce n'est pas forcément un débat uniquement lié au coronavirus, c'est récurrent avec les ordonnances. Il n'a jamais été parlementaire lui-même. Exactement. Jérôme Cordelier, est-ce que ce recours aux ordonnances, il est finalement nécessaire pour le gouvernement pour aller vite dans cette crise et dans cette urgence sanitaire ? Oui, il a été nécessaire. Alors après, maintenant, il ne faut pas que ça devienne une habitude, évidemment, mais il y a eu beaucoup de trains d'ordonnances, comme on dit, mais il y a aussi quand même des contre-pouvoirs qui se sont mis en place. On voit le rôle du Conseil d'État, par exemple. Le Conseil d'État a joué un rôle assez important pendant cette crise, d'abord comme conseil du gouvernement et ensuite comme juge des référés liberté qui ont été aussi massivement utilisés par les citoyens. Vous savez, ça c'est la procédure qui avait été mise en place en 2014, je crois, par François Hollande, et qui a quand même montré son utilité, dernièrement, par exemple, en remettant en cause le fait que le gouvernement ne voulait pas
rouvrir les lieux de culte. Donc, il y a quand même eu des contre-pouvoirs. Maintenant, dire qu'il y a une atrophie du rôle du Parlement, bon, la situation conduit à ça, évidemment. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'on va sortir de l'état d'urgence sanitaire. En tout cas, il est absolument sain, comme le fait François Sureau, l'avocat, de poser la question sur la table des libertés publiques, parce que c'est vrai que de temps en temps, pendant cette crise, on a eu l'impression de vivre un peu dans le 1984 de George Orwell, et donc il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Mais enfin, moi, j'ai assez confiance quand même, d'abord en nos gouvernants et ensuite en la sanité du débat démocratique que nous avons. Je ne pense pas qu'on va rester perpétuellement dans un état d'urgence sanitaire. Thierry Dupont, est-ce que le gouvernement a une méthode bonapartiste avec ce passage en force avec les ordonnances? Je ne sais pas si c'est un passage en force, mais c'est vrai qu'il a pris ses aises, notamment sur certaines habilitations à légiférer par ordonnance, en prenant des délais très, très, très longs. Par exemple, y compris sur l'article 4 du projet de loi qui concerne le Brexit. Alors, pour ne pas être... ce projet de loi est fourre-tout, il y a des mesures sur divers sujets. Et l'un des articles concerne le Brexit, et donc pour se donner de la marge en attendant l'aboutissement des négociations, il renvoyait à 30 mois, voilà, il se laissait une période de 30 mois. Donc, y compris à l'Assemblée, les députés de la majorité ont dit non, mais c'est peut-être un peu long quand même, on peut raccourcir tout ça. Ça, c'est un exemple, mais il y en a eu beaucoup, et c'est vrai qu'au Sénat, on a les sénateurs socialistes, mais également la majorité des Républicains, en ont un peu assez de cette manière de faire, de légiférer par ordonnance, et donc ils ont taillé dans le buisson des ordonnances pour en faire quelque chose de plus concis. Et effectivement, ce nouveau projet de loi est passé de 43 ordonnances à 10 ordonnances au final, après l'examen du Sénat. Alors le principe de ce club des territoires, messieurs, c'est d'aller voir nos confrères de la presse régionale. On va aller à Mulhouse avec Laurent Baudin, l'éditorialiste du journal L'Alsace. Bonjour Laurent Baudin. Bonjour Alexandre. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la une du journal L'Alsace? Alors en fait, à la une du journal Alsace, nous consacrons notre fait du jour au plan de relance de la filière automobile présenté hier par le président de la République. Emmanuel Macron a parlé d'un plan historique. Il a évoqué le chiffre de 8 milliards d'euros. Nous avons préféré nous titrer sur les 2 milliards parce que 2 milliards d'euros, c'est la somme qui a été annoncée hier par le président de la République à travers les aides. Un plan qui se décline en 2 points. Les aides à l'achat pour les véhicules, notamment hybrides et électriques. Donc ça, c'est grosso modo 1 milliard d'euros d'aide, notamment pour écouler les stocks de véhicules qui sont très importants dans les concessions. Et l'autre aspect, autour d'1 milliard, ce sont des aides pour l'industrie. L'industrie automobile pèse énormément en Alsace et il y a une usine amirale qui s'appelle PSA Mulhouse, mais il y a aussi Sochaux qui n'est pas très loin avec le site historique de PSA. Il y a aussi des usines en Lorraine et une filière automobile avec beaucoup de sous-traitants, des petites PME qui se font aussi beaucoup de soucis car la situation est très compliquée. Pour l'instant, la production n'a pas repris et tant que la consommation ne repartira pas, la filière elle-même aura du mal à continuer à travailler et il y a de gros risques effectivement qu'il y ait un certain nombre de faillites en la matière, notamment les PME. Laurent Baudin, où en est la situation sanitaire à Mulhouse? Mulhouse qui est l'un des premiers foyers importants de l'épidémie de coronavirus en France. Alors effectivement, Mulhouse et grosso modo les 2 départements alsaciens ont beaucoup souffert. La région est encore meurtrie par cette épidémie de Covid-19. Pour autant, la situation s'améliore bien. Les nouvelles sont bonnes. 1 millier de personnes sont encore hospitalisées dans les 2 départements alsaciens. C'est beaucoup encore. 83 sont en réanimation. Mais il y a 2 jours, on était légèrement au-dessus de la barre des 100 personnes en réanimation. Donc le Covid-19 marque le pas. C'est aussi le constat des brigades sanitaires. 220 agents de la CPM sont mobilisés dans les 2 départements pour repérer les cas contacts et ces agents disent tous qu'ils sont moins sollicités que ce qui était redouté à l'origine. Ce matin, vous évoquez également le match de foot sauvage qui a eu lieu à Strasbourg, un match de foot avec un rassemblement de 400 personnes, un rassemblement interdit, on le rappelle. Et alors du coup, après cette rencontre, il va y avoir une stratégie de dépistage massif. Oui, effectivement, la préfète de région et du Bas-Rhin a lancé un appel pour qu'effectivement ces participants à ce match de foot interquartier à Strasbourg puissent se faire dépister. Ils le feront évidemment gratuitement. Je rappelle un petit peu les faits. Ce sont 400 personnes qui se sont retrouvées pour assister et participer à un match de foot interquartier donc dimanche après-midi. Un acte d'inconscience qui scandalise l'Alsace entière dans la mesure où la région déplore quand même un grand nombre de victimes du Covid-19 et on a
très très peur ici qu'il y ait un retour, une reprise de l'épidémie. Et c'est en ça que cet événement a quand même choqué, particulièrement en Alsace. Laurent Baudin, on va parler des municipales. Quel est l'enjeu du second tour à Mulhouse ? Alors à Mulhouse, on se dirige vers une quadrangulaire, effectivement, avec un avantage certain à la liste Les Républicains menée par Michel Lutz. Michel Lutz a obtenu 33,6% au premier tour, devant la liste Europe Écologie Les Verts qui était à 21,9%. La liste LREM est arrivée en troisième position autour de 20% et le Rassemblement national 12%. Madame Lutz est donc particulièrement bien placée pour obtenir un nouveau mandat. Alors, Madame Lutz, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a succédé à Jean Rotner, le président du conseil régional, lorsque celui-ci a pris ses fonctions à la tête de la région. Et Jean Rotner est le numéro 2 sur la liste. Donc finalement, les Mulhousiens, visiblement, au premier tour, ont quand même donné une large avance à la liste sortante. Merci beaucoup Laurent Baudin pour votre intervention en direct de Mulhouse. On va revoir votre une du journal L'Alsace qui est consacrée ce matin au plan automobile présenté par le président de la République. Merci beaucoup Laurent Baudin. On va tout de suite passer et on voit la une de l'Alsace consacrée au plan de l'automobile, pour la relance du secteur de l'automobile. Allez, on va passer au deuxième thème de ce club des territoires qui concerne les difficultés de la majorité présidentielle de La République En Marche avec la création, hier on l'a appris, d'un 10e groupe politique à l'Assemblée nationale, avec notamment des députés frondeurs de La République En Marche qui sont issus du groupe LREM. Alors pour bien comprendre, on va d'abord regarder à quoi va ressembler l'Assemblée nationale avec ce 10e groupe politique, qui s'appelle d'ailleurs le groupe Agir Ensemble. L'hémicycle, à la gauche de l'hémicycle n'évolue pas. Il y a le 9e groupe écologiste qui s'est créé, LREM qui a perdu sa majorité absolue, l'allié fidèle du MoDem, et puis on voit les groupes satellites de La République En Marche, Agir Ensemble qui vient de se créer, et puis Liberté et Territoire et le groupe UDI Agir. Thierry Dupont, est-ce que cette balkanisation du groupe La République En Marche n'est pas due à la crise sanitaire ? Disons que le moment choisi par les uns et les autres pour sortir ou pour monter leur propre groupe est sans doute lié en partie aux difficultés qu'on vient de connaître. Mais c'est aussi une façon de se... c'est la façon dont on se projette dans le monde d'après, entre guillemets, qui pousse les uns et les autres à se positionner. On parlait tout à l'heure, vous parliez d'écologie, de démocratie et solidarité qui s'est créée il y a une semaine. Ce sont des gens qui veulent vraiment miser sur la transition écologique. Ils estiment que le gouvernement ne fait pas assez. Il y a dedans... quelqu'un comme Mathieu Orphelin, qui était très proche de Nicolas Hulot, qui lui-même avait quitté le gouvernement en estimant que la politique des petits pas, ça n'était pas suffisant. Donc voilà, donc ils ont pris position. Là, sur Agir Ensemble, disons que c'est plus une clarification. D'abord, il y a dedans des gens de La République En Marche, mais je ne suis pas sûr que ce soit des frondeurs, parce qu'ils ont bien répété hier qu'ils se situaient à l'intérieur de la majorité. Donc vraiment, ce sont des gens qui étaient un peu en désaccord avec le fonctionnement du groupe La République En Marche, mais qui ne s'y retrouvaient plus, qui n'avaient pas envie d'aller dans le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, et qui donc ont profité de la sortie des Agirs qui, eux, étaient avec les centristes. Pardon, c'est un peu compliqué, mais on va perdre tout le monde. Ouais. Mais voilà, donc les Agirs, en fait, ne se sentaient plus très bien avec les UDI. Ils avaient envie de créer leur groupe. Ils l'ont répété dans la majorité présidentielle, c'est ce qu'il faut retenir. Et oui, c'est difficile à comprendre avec tous ces groupes satellites de La République En Marche. On va voir ce qu'en pense le président du groupe La République En Marche au Sénat, François Patria, qui était avec moi tout à l'heure. Écoutez-le. Ceux qui veulent balkaniser le mouvement à travers des courants ou des tendances sont en train de recréer fictivement, j'allais dire, le clivage gauche-droite et font le jeu de nos adversaires politiques. Patrice Moyon, est-ce qu'au fond, La République En Marche n'est pas en train de devenir le nouveau parti socialiste avec des frondeurs, des sous-groupes, des motions ? Écoutez, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant d'abord, au Parlement, il n'y a jamais eu autant de groupes. Deux, il y a quand même dans la création de ce nouveau groupe, il y a une dimension psychologique avec, au sein de l'UDI, des relations difficiles avec Jean-Christophe Lagarde. Ça, c'est un autre élément. Ensuite...
Je pense qu'il y a une clarification aussi qui est en train de se faire jour au sein de la République En Marche. C'est-à-dire que la République En Marche, elle était hégémonique, c'était ni droite ni gauche. Et puis, on voit qu'avec la question de la transition écologique, avec le retour aussi du clivage gauche-droite sur la scène politique, on est quand même à quelques mois aussi de la prochaine présidentielle. D'une certaine façon, elle paye aussi, la République En Marche paye aussi ses ambiguïtés originelle. Oui. C'est-à-dire que le en même temps. Le en même temps. Donc il y a des gens qui disent non, le en même temps ça marche pas, il faut choisir une voie en fait. Jérôme Cordelier, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un clivage gauche-droite au sein de la République En Marche ? Le clivage, il était déjà dormant, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Patrice, c'est que ça clarifie un peu les positions. Alors en même temps, ces grands communicants que sont ces frondeurs qui existent souvent grâce au micro qu'on leur tend, choisissent un moment vraiment bizarroïde. D'abord, c'est un moment où le pays est en grande difficulté, et ensuite, je pense qu'au terme de communication, c'est très mauvais parce que tout le monde s'en fout, pour être clair. C'est-à-dire que le fait qu'ils quittent la République En Marche, c'est pour la majorité des Français. La majorité des Français ont d'autres préoccupations que celle-ci. Alors c'est vrai que ça affaiblit la majorité présidentielle, et encore, il faut se poser la question. Ça émiette évidemment la majorité, mais vous pensez vraiment que Aurélien Taché, Mathieu Orphelin vont peser énormément, sauf évidemment par la voix qu'ils peuvent porter dans le débat public. Mais je veux dire, politiquement, Staline disait combien de divisions, mais combien de divisions politiquement, électoralement, ils vont pouvoir embarquer avec eux. C'est toute la question qu'il faut savoir, et je suis plus dubitatif. Mais alors, est-ce que ces divergences parlementaires ne reflètent pas quand même des tensions au sommet de l'État entre, d'un côté, le Premier ministre issu de la droite à l'origine et Emmanuel Macron ? Ils l'ont répété hier, nous ne sommes le groupe de personnes. Alors après, on peut s'interroger effectivement sur le fait que l'une des figures du nouveau groupe est la personne qui a succédé à Édouard Philippe dans son siège de député du Havre. Je pense à Agnès Firmin-Lebaudot. Certains sont très liés effectivement avec des membres du gouvernement et plutôt marqués sur l'aile droite du gouvernement. Donc, oui, il y a sans doute, il y a aussi dans les têtes un remaniement. Donc, est-ce que certains prennent des positions pour aider leurs amis ? Je ne sais pas. Et justement, dans tout le débat sur un futur remaniement du gouvernement, il y a un ministre qui passe à l'offensive, c'est Gérald Darmanin. Il a dit que Emmanuel Macron l'avait autorisé à cumuler sa fonction de ministre et de maire. Édouard Philippe, finalement, a dit non, il n'y aura pas de cumul. Gérald Darmanin met la pression. Oui, mais la pression. Et puis on voit aussi que les jours probablement d'Édouard Philippe sont comptés. C'est pour ça aussi que, y compris dans la création du nouveau groupe, certains y voient la main ou la patte d'Édouard Philippe, même si celui-ci s'en défend. Gérald Darmanin, oui, il est très ambitieux, certainement. Jérôme Cordelier, vous parliez de ces groupes parlementaires qui n'ont pas de poids politique, mais en tout cas au sommet de l'État, c'est en train de tanguer. Ah oui, mais alors je ne suis pas sûr qu'il y ait une conjonction entre les deux événements. On a vu que pendant cette crise, il y avait effectivement des relations tendues entre le président et le Premier ministre. Même, certains parlent au bord même de l'éclatement du couple exécutif. Donc, mais est-ce que c'est lié à la création du groupe parlementaire ? Non. Bon, on voit bien que de toute façon, cette crise a exacerbé un peu les tensions, les passions, et effectivement, il risque d'avoir à la sortie de cette crise une recomposition politique. Donc une recomposition du paysage, à la fois parlementaire, mais aussi gouvernementale. Donc ça, après tout, c'est ça, on vient de connaître une crise majeure sanitaire, et ensuite, j'allais dire la pandémie économique qui arrive, qui est déjà là, va bousculer énormément de choses, déjà dans le quotidien des Français, et ensuite dans la manière de gérer ce quotidien. Donc c'est fatalement, ça débouche sur une remise en question, pour ne pas dire une crise politique. Allez, on va aller à Toulouse retrouver nos confrères de la Dépêche du Midi avec Éric Berger, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche. Bonjour Éric Berger. Bonjour. Alors, votre dossier du jour à la une de la Dépêche aujourd'hui, avec une question, est-ce la fin de l'épidémie ?
En effet, on a posé la question parce qu'on s'est appuyé sur les chiffres récents en France, mais aussi dans les pays voisins, en Italie, en Espagne en particulier. Tous les indicateurs, les nouveaux cas, le nombre des décès indiquent une vraie décrue de ces chiffres. Et donc la question est tout à fait légitime. On a interrogé des spécialistes et fait le point sur l'évolution de la maladie. On ne peut pas encore dire que c'est tout à fait terminé. Il y a des appels à la prudence, au respect des gestes barrières. En tout cas, on pose la question, on consacre 2 pages à ce sujet, et puis on fait aussi le point un peu sur toutes les questions qui restent en suspens par rapport à la maladie. Est-ce qu'il y aura une seconde vague? Est-ce que le coronavirus va revenir à l'automne? Où en sont les recherches autour d'un vaccin? Et puis, pour rappeler aussi à la prudence, on a le témoignage d'une personne, une trentenaire toulousaine, qui a été touchée par le Covid et qui nous raconte que c'est quand même quelque chose d'extrêmement marquant. Donc il y a quand même un appel global à la prudence, même si les chiffres sont très très encourageants et que demain, Édouard Philippe doit faire des annonces pour une nouvelle phase du déconfinement. Vous évoquez également les vacances d'été et le boom des locations de camping-cars. Ben oui, c'est un petit peu un symbole d'une espèce de retour un peu à la normale. Les Français pensent aux vacances, des vacances qui seront forcément en France, des vacances de proximité. Et il y a un vrai phénomène, c'est le boom des camping-cars et notamment des locations de ce type de véhicules pour les vacances d'été. On a fait le tour de plusieurs sites spécialisés qui, l'un d'entre eux nous a dit recevoir près de 400 demandes par jour. Et puis, il y a un sondage, une étude qui a été faite et qui est évidemment très intéressante pour nous. C'est auprès de 500 000 camping-caristes. Quelle est votre destination favorite, celle que vous envisagez pour cet été? Et l'Occitanie se classe en 3e position. C'est évidemment très intéressant, avec en particulier le département des Pyrénées-Orientales, celui de l'Hérault et après le département de l'Aveyron comme destination favorite des camping-caristes. Alors Éric Berger, ce matin, vous parlez également de la reprise du sport. Ici au Sénat, les sénateurs lyonnais ont demandé la reprise de la Ligue 1, le championnat de football. En tout cas, à Toulouse, les joueurs de rugby du Stade toulousain reprennent en douceur. C'est ça, on fait le point sur la reprise très très progressive des rugbymen. Il y a tout un protocole qui a été mis en place et validé par la Fédération française de rugby qui se fait en 6 phases. On en est à la toute première. Lundi, les joueurs du Stade toulousain auront pris le chemin du stade Ernest Vallon avec une série de tests au programme. Alors avant de revoir les joueurs disputer des matchs amicaux, il faudra attendre plusieurs semaines, 6 phases, et les premiers entraînements avec de vrais contacts, ça ne sera que au niveau de la phase 5. Donc vous voyez, c'est vraiment le tout début, mais c'est quand même un signe encourageant d'une reprise des activités sportives. Et puis concernant les élections municipales à Toulouse, est-ce que ça y est, la campagne du second tour a commencé ? Oui, ça redémarre. Vous savez que Jean-Luc Moudin qui est en ballottage à Toulouse, mais que la gauche a réalisé de bons scores globalement avec ses 3 principales listes. Et donc cette semaine, il y avait des tractations entre Nadia Pelfig, candidate socialiste, et Antoine Maurice, le candidat écologiste qui est arrivé premier des 3 listes de gauche. Pour l'instant, l'union entre les 3 principales listes d'opposition semble très très compliquée. Les tractations n'ont pas abouti entre Nadia Pelfig et Antoine Maurice. Elles vont sans doute se poursuivre. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, la liste de l'ancien maire Pierre Cohen et d'Antoine Maurice ont décidé de fusionner. Jean-Luc Moudin est le favori. Reste à savoir si en face, il aura 1 ou 2 listes de gauche pour le second tour. Merci beaucoup Éric Berger pour toutes ces informations en direct de Toulouse. On va revoir la une de votre journal, la dépêche du midi, la une de ce matin avec une question qui est posée, coronavirus, bientôt la fin. Merci beaucoup Éric Berger. Merci. Alors Éric Berger évoquait les municipales à Toulouse. On va parler des municipales à Troyes où il n'y a plus d'enjeu pour le second tour. François Baroin a été réélu maire de Troyes pour un 5e mandat. On va voir des images de son installation. C'est un sujet de nos partenaires de Canal 32.
ça restera dans l'histoire. Originale, particulière, ça n'altère en aucune façon ni l'émotion qui est la nôtre d'être autour de la table de l'instance délibérante de la ville de Troyes, et ni la volonté tout simplement de travailler très efficacement. Ça restera quelque chose dans l'histoire. Il y aura dans l'histoire de la ville de Troyes, effectivement, un nouveau maire réélu avec un masque, Lacoste, qui sera le petit clin d'œil aux ouvrières, et puis des élus masqués à distance. Et on comprendra que ce fut une période aussi singulière. Voilà pour cette installation de François Baroin, maire de Troyes, élu pour un 5e mandat. Messieurs, on va voir les unes de vos publications respectives. On va commencer par Ouest France. Patrice Moyon, avec une une consacrée au plan de relance du secteur automobile. Une relance à 8 milliards. Une relance à 8 milliards, et c'est un peu aussi c'est un peu l'avenir économique de la France, mais aussi de l'Europe qui se joue avec l'automobile. Quand on voit que les Asiatiques ont su prendre une longueur d'avance puisqu'ils sont en situation aujourd'hui de quasi-monopole pour les batteries électriques. Donc la capacité de la France, effectivement, à maintenir des positions et à reprendre, à rester dans la course d'une certaine façon est importante. Et quand on sait aussi le poids de l'automobile en France, c'est tout confondu, c'est plus de 800 000 emplois, 400 000 emplois directs, 800 000 emplois tout confondu, et c'est 13 millions d'emplois aussi en Europe. Donc la capacité effectivement du gouvernement à accompagner cette reprise est essentielle. Et c'est ce que le gouvernement avait fait aussi il y a 10 ans. Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, était venu au secours de l'automobile. Et oui, un véritable enjeu stratégique pour ce plan de relance, ce n'est pas seulement relancer la demande. Thierry Dupont, sur le site Contexte, vous allez nous parler d'un article sur la souveraineté européenne. Oui, sur l'autonomie stratégique. On retrouve les mêmes, avec les débats qui agitent tous les pays européens, tous les dirigeants européens. On a vu que la crise bouleversait l'approvisionnement, tout ce qui pouvait, les masques, mais également certains composants pour les respirateurs. Mais on pourrait parler aussi de l'autonomie stratégique sur, sur les batteries, ça rejoint. Simplement, au niveau européen, tout le monde est d'accord sur le constat, mais après, comment on fait ? Et donc, certains disent qu'il faut relocaliser la production, certains disent qu'il faut peut-être plutôt miser sur des stocks, d'autres disent qu'il faut mieux diversifier les filières d'approvisionnement. Tout ça doit être tranché. Il y a aujourd'hui la présentation du plan de relance européen. On devrait en parler. On va voir ce qu'il y a dans le magazine Le Point. Jérôme Cordelier, vous vouliez nous parler de la commission d'enquête du Sénat, des coulisses de cette commission d'enquête ? Oui, évidemment, puisqu'on est sur Public Sénat et que le Sénat, donc on s'est penché avec Géraldine Bosner sur la création de cette commission d'enquête, qui sera une commission ad hoc et non pas le prolongement de la commission des lois, comme ce fut le cas par exemple dans l'affaire Benalla. Ce qui fait déjà Philippe Bas ne sera pas le président, ce sera Alain Milon, qui est un médecin et président de la commission des affaires sociales. Ce sera un gros enjeu à la fois pour le pays et pour le Sénat, puisqu'on sait que quand le Sénat s'empare d'un dossier, généralement, il fait les choses en profondeur, et ça risque un peu d'être le feuilleton de l'été prochain, puisque cette commission est prévue pour être installée début juillet, donc, et siéger pendant tout l'été pour essayer de faire la clarté, la lumière sur cette crise inédite et historique. Thierry Dupont, rapidement, cette commission d'enquête Covid-19 au Sénat, est-ce que ça va être un feuilleton comme l'affaire Benalla il y a 2 ans ? Oui, alors peut-être que comme le chef d'orchestre, je ne connais pas bien Alain Milon, mais c'est vrai que Philippe Bas avait orchestré ça de main de maître. Il faut voir comment Alain Milon va s'y prendre. Il va falloir également voir comment ça va rentrer ou pas en concurrence avec celle qui vient d'être lancée par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à ce club des territoires. Je vous donne rendez-vous demain de 8h à 9h pour cette émission Bonjour chez vous avec un éclairage sur l'actualité de votre territoire et sur l'information politique et parlementaire. Et puis rendez-vous sur Public Sénat cet après-midi avec une émission spéciale question d'actualité au gouvernement à partir de 14h50 présentée par Tam Tranui. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.